Mourao, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va nickel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, à savoir le terrible génocide contre les Tutsis. Celui-ci a débuté le 7 avril 1994. Par ailleurs, je me trouve aujourd'hui sur le site du mémorial du génocide de Kigali. Derrière moi, vous pouvez voir le logo Kwibuka, qui signifie se rappeler, se souvenir en Kinyarwanda, à savoir la première langue, la langue principale du Rwanda. Le 7 avril dernier, nous fêtions le 28e anniversaire de la commémoration du génocide contre les Tutsis. Que signifie la date du 7 avril pour vous? La date du 7 avril, en tant que rescapé du génocide, ça me fait à se souvenir la tragédie du génocide personnellement, et aussi ça me pousse à pouvoir se souvenir mes chers palas, mes chers voisins qui ont été massacrés pendant le génocide de 1994 des Tutsis. Et en tant que aussi rescapé aussi, c'est le temps de réfléchir, c'est le temps de parler sans, c'est le temps d'enseigner ça plus particulièrement à la jeunesse pour que ça ne produise jamais dans la société rwandaise et aussi dans le monde entier. Selon moi, la date du 7 avril signifie deux grandes choses. Premièrement, c'est une date qui nous aide à rendre hommage à nos parents et membres de nos familles victimes du génocide contre les Tutsis de 1994 et qui s'est passé ici au Rwanda. Et puis, autre chose, c'est une date qui nous aide à faire connaître au monde entier ce qui s'est passé ici au Rwanda pour que ça ne se reproduise plus. Well, this date is so for remembering our people who are killed during 1994 April. It always brings up these emotions of those ones who have lost that time. I can't have enough words which can describe that for me. But yeah, it always bring me back there to remember my family, my friends, my siblings. I'm so grateful that our country can really give us this opportunity to remember. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, c'est Mensa Amega, créateur de la chaîne Webback to Africa, dont la thématique principale est le retour en Afrique des Africains et des Afro-descendants. Cette thématique en particulier t'intéresse, et si l'Afrique en général t'intéresse, alors tu es au bon endroit. Je vais t'inviter à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne, activer la cloche afin de ne rien manquer des prochains contenus qui sortiront dessus. Pour comprendre l'horreur du génocide contre les Tutsis en 1994, il est important de se replonger dans l'histoire du Rwanda. Avant l'arrivée des colons, les Rwandais étaient divisés en trois catégories socio-professionnelles, à savoir 1. Les Twa, c'était des artisans. 2. Les Hutus, c'était des cultivateurs. 3. Les Tutsis, c'était des éleveurs. Le principe était le suivant, si quelqu'un avait moins de 10 vaches, c'était un Hutu. S'il avait au moins 10 vaches, alors c'était un Tutsi. Néanmoins, ces trois catégories de population partageaient la même langue, la même culture et la même religion. Des critères qui sont employés habituellement pour définir l'ethnie. Mais à l'arrivée des colons européens, d'abord allemands, de la fin du XXe jusqu'à ce que ces derniers perdent le Rwanda au profit des Belges à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a une tentative de trouver des stéréotypes raciaux pour chaque catégorie de population. Par exemple, il était dit que les Tutsis sont grands et minces. Ils ont le nez fin et sont clairs de peau. Tandis que les Hutus, quant à eux, sont petits et trapus. Ils ont le nez épaté et sont foncés de peau. Dans ce schéma ethnique racialiste, l'hypothèse hamitique, sans vous rappeler la malédiction de Cham, voit alors le jour. Les Tutsis ne proviendraient pas du Rwanda, mais de l'Éthiopie. Ils sont considérés comme étant supérieurs aux Hutus et l'administration coloniale leur donne accès à l'éducation et à différents postes, tandis que les Hutus, quant à eux, sont exclus de tout cela.
Après des années à avoir divisé la société rwandaise, l'année 1931 marque un point culminant dans la mesure où c'est le début de la carte d'identité ethnique. En effet, il est désormais écrit sur les différentes cartes d'identité quelle est l'appartenance ethnique d'un Rwandais. Ce qui n'était auparavant qu'une catégorie socio-professionnelle, avec l'administration coloniale belge, devient un caractère ethnique figé dans le marbre. Quelque temps avant l'indépendance, en 1959 et le départ des colons, une vague de répression frappe de nombreux Tutsis de la part des Hutus. Cette première répression pourrait trouver sa source dans la lettre pastorale d'un homme d'église de l'époque. On dénombre entre cette période, 1959 jusqu'à 1973, environ 700 000 Tutsis qui vont fuir le pays et s'exiler, notamment dans les pays voisins tels que l'Ouganda, le Burundi ou le Congo. En 1990, c'est la naissance des 10 commandements Hutus qui exhortent les Hutus à haïr leurs frères et sœurs Tutsis. Les Tutsis sont qualifiés de Inyenzi par le pouvoir en place de Junéval Habyarimana, ce qui signifie cafard en Kinyarwanda. La volonté étant de déshumaniser les Tutsis. Ils ne sont plus des hommes et ne sont pas bons par nature. Quelques années après, c'est la naissance du Hutu Power. De nombreux Tutsis vont alors rejoindre la rébellion, dont le fameux FPR, le Front patriotique rwandais, dirigé par Paul Kagame, actuel président du Rwanda. Bien que ces accords de paix soient signés quelques mois plus tard entre le pouvoir rwandais et la rébellion du FPR, qu'on appellera accord de paix d'Arusha, ils ne seront jamais pleinement appliqués. Quelque temps avant l'année 1994 et la cristallisation des tensions, il est dit que le génocide se préparait déjà en 1992 dans le Bugesera, avec la création par le président Habyarimana en 1990 de la milice Interamwe, des jeunes Hutus entraînés pour le massacre des Tutsis. Une forte campagne de propagande était menée sur les différents médias, dont les plus connus étant la radio-télévision libre des Mille Collines et Kangura de Hassan Ngeze. Le climat est à la suspicion généralisée. Tout le monde se méfie de tout le monde, que ce soit ses voisins ou de sa propre famille. Le 6 avril 1994, le président rwandais de l'époque, Habyarimana, est victime avec le président du Burundi d'un attentat dont les auteurs restent jusqu'à aujourd'hui méconnus. C'est ce qui déclenche le jour d'après, soit le 7 avril, le terrible génocide que nous connaissons tous. C'est l'horreur la plus totale. La plupart de ces crimes sont commis à la machette et toutes les strates de la société rwandaise sont concernées, notamment les personnes âgées, les femmes et les enfants. Des miliciens Hutus ont forcé les autres Hutus à tuer leurs voisins, dont souvent ils étaient proches. Des femmes Hutus ont dû tuer leurs maris Tutsis et vice-versa. Des parents Hutus ont dû tuer leurs enfants Tutsis. Des femmes Tutsis ont été violées, massacrées et mutilées. Certains barrages routiers ne devaient laisser passer aucun Tutsi pour fuir le pays. Et de nombreux endroits sont devenus des mouroirs, des écoles et des stades notamment. En l'espace de 100 jours, on dénombre à peu près 1 million de personnes mortes et environ des dizaines de milliers de personnes mutilées, torturées et ou violées. On dénombre plus de 300 000 orphelins et 85 000 enfants devenus des chefs de famille. 70% des enfants rwandais, à cette époque, avaient vu un de leurs proches mourir ou blessé. Et 90% d'eux ont pensé qu'ils allaient mourir eux-mêmes, selon l'UNICEF. Il faut savoir qu'aucune aide étrangère n'a eu lieu jusqu'à la fin du massacre et la victoire du FPR en juillet, le 15 juillet précisément. À la suite de ce dramatique événement, il a été mis en place un gouvernement d'unité nationale et la peine de mort a été abolie. Il y avait une volonté de recréer une société rwandaise unie. Il a été demandé aux survivants de pardonner aux génocidaires, qui avaient parfois suivi aveuglement la doctrine du Hutu Power. Leurs peines ont été aménagées afin qu'ils puissent réintégrer la société rwandaise, notamment en faisant des travaux d'intérêt généraux. Depuis, chaque année, à la même période, le génocide est commémoré par la nation rwandaise, afin que cela ne se reproduise plus jamais. L'ethnie a d'ailleurs été supprimée sur la carte d'identité. Il n'y a plus que des Rwandais. Il n'y a ni toi, ni Tutsi, ni Hutu. Pour ma part, je pense que ce qui s'est passé au Rwanda doit nous servir de leçon à toutes et à tous, en tant qu'être humain certes, mais en tant qu'Africains d'autant plus. On peut beaucoup entendre que les gens de cette ethnie sont comme ci, les gens de cette ethnie sont comme ça, soutenant une forme de supériorité d'une ethnie sur une autre. N'attendons pas des drames tels que la guerre, tels que des génocides avant de vouloir travailler ensemble. Cultivons notre différence. Certes, c'est une force, mais
Ce n'est pas pour autant qu'on doit se sentir supérieur à une ethnie sur une autre. Si jamais vous avez la chance de vous rendre à Kigali un jour, je vais vous inviter à vous rendre au musée du génocide contre les Tutsis. Vous allez apprendre et comprendre ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. C'était Mensa Amega de la chaîne WebActu Africa et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo où je vous parlerai beaucoup plus du Rwanda actuellement, de Kigali, comment ce pays a pu se relever miraculeusement et comment les Rwandais et les Rwandaises travaillent ensemble pour améliorer leur pays.